bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, nouvelle émission discussion et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nîmes de Rage Culture. Bonsoir Nîmes. Bonsoir Lino, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi de venir ici, de répondre à mes différentes questions, à cette discussion qui s'annonce. Alors, je vais te présenter, puisque toi, tu m'as demandé à ce que ça soit moi qui te présente plus ou moins. Enfin, tu fais beaucoup d'enregistrements en ce moment, donc t'es un peu usé, donc je vais. Non, Je en prends fait, le c'est quoi, relais. tu m'as demandé de présenter le projet et Prométhée, quoi. Et en fait, c'est à peu près la façon dont commencent tous mes interviews, mes discussions que j'ai avec des gens qui m'invitent sur les différentes chaînes, quoi. Et je t'ai dit, bah écoute, parce qu'on se connaît du travail sur le projet, quoi. Je t'ai dit, bah écoute, vas-y, présente le projet et puis fais ton introduction sur Prométhée et moi je te dirais que c'est exactement ça. Vas-y, fais le lead. Ok, bon bah. Alors déjà, avant toute chose, toi, tu es le cofondateur de. Oh, n'hésite pas à me corriger, hein. Tu es le Ouais. cofondateur de Rage Culture et tu es à présent, comment dire, le directeur de publication en quelque sorte. Je parle pas forcément d'un point de vue légal, mais d'un point de vue de la fonction. Ouais, Est-ce qu'on peut oui, dire ça? d'accord, oui, on pourrait dire comme ça. Alors, il y a pas de titre sur Rage Culture, hein. Il n'y a pas de titre officiel, c'est ce qui nous manque. On n'a pas de vraie organisation qui est bien définie. C'est un problème en soi. Mais oui, tu pourrais le dire comme ça, quoi. Et au final, c'est moi qui publie les articles, oui. Ouais, et puis c'est toi qui euh, dégage quelque part, qui affine une ligne éditoriale d'un point de vue global, même si les points de vue Ah oui, sont mais c'est pas pareil. multiples. Directeur de publication et rédac chef, c'est parce que normalement, c'est la rédac chef qui définit la ligne éditoriale et qui décide ce qui doit apparaître dedans ou pas, quoi. Mais oui, en fait, je fais ça aussi, quoi. D'accord, Donc ok, oui, tu peux dire que je suis rédac chef, ouais. j'étais pas au courant de cette subtilité. J'ai pas assez Non, travaillé dans le journalisme. directeur de publication, c'est celui qui prend tous les risques, c'est lui qui, d'un point de vue légal, assume ce qui est publié, quoi. Tu vois, le rédac chef, c'est celui qui va définir l'éditorial et valider les articles ou pas, quoi. D'accord. Et donc du coup, bah, Rage Culture, c'est un webzine, mais pas que. Là, actuellement, c'est un petit peu en train de se développer. Il y a une chaîne YouTube aussi et un compte Twitter qui regroupe plusieurs auteurs. Le compte Twitter commence à avoir des contenus exclusifs qui n'existent pas sur le webzine. Je pense au Twitter Space notamment. Il y en a de plus en plus et j'ai l'impression que bah, c'est parti pour en avoir plusieurs cette année, donc c'est pas plus mal. Il y en a déjà deux au moment où on enregistre cette vidéo. Et, euh, et donc le projet Rage regroupe plusieurs auteurs au profil varié, comme je disais, mais chacun ayant leur domaine de prédilection ou pas, mais chacun ayant des points convergents qui sont notamment un attachement aux notions de liberté, de progrès et d'identité dans le cadre occidental. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ma présentation? Oui, oui, c'est vrai en tout cas. C'est le cas, quoi. Il y a plusieurs sensibilités qui peuvent s'exprimer sur Rage. Moi, je suis content de pouvoir accueillir ces différentes sensibilités. De façon générale, moi, je pense euh, que dans un monde idéal, les gens devraient pouvoir s'associer librement et mettre au test, tu vois, leurs idéaux, quoi. Donc, si des gens vont être plus démocrates ou s'ils vont être plus ceci, cela, quoi, ben, j'aimerais qu'ils puissent faire leur petite société. Et puis, ben, si elle est mieux, ils peuvent la répliquer. Si, enfin, elle sera répliquée parce que ça marchera mieux, sera soumis au test de la sélection. Et sinon, bah, ça périclitera. Donc, je suis content que des gens puissent exprimer leur point de vue, même si je suis pas d'accord avec eux, que je pense pas que ce soit ce qui fonctionnerait le mieux. Mais je suis conscient que peut-être que c'est moi qui ai tort et je laisse les gens s'exprimer, quoi. Dans un cadre, comme tu as défini, quand même, je vais pas laisser n'importe quelle opinion être exprimée, quoi. Mais dans un certain cadre, c'est-à-dire tant que vous respectez effectivement la ligne éditoriale qui repose sur le triptyque liberté, identité et progrès, moi ça me va, quoi. Il y a aussi au niveau de la démarche, comment dire, on essaye de faire des choses sérieuses, quoi. C'est pas du tout et n'importe quoi, pas de complotisme, pas. On essaye d'éviter des idées, comment dire,
stigmatisante et stérilisante. Alors, Stigmatisante, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais c'est pas. Je sais pas s'il y a des idées stigmatisantes. Tu vois, ce serait pas un problème en soi pour moi, mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire des choses qui sont pertinentes, qui sont pas farfelues en tout cas, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça que je veux dire stigmatisante, c'est que de par du fait qu'elle soit farfelue, bah, les gens, ça discrédite les gens et les groupes qui les expriment, quoi. oui, bien sûr, mais il y a des idées qui sont stigmatisantes alors qu'elles sont pas farfelues, tu vois. Ouais, tout à C'est- fait. Tout à fait. Il y en a notamment une majeure dans notre pays qui est bon. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus loin. Alors donc, on a déjà un petit peu préparé les questions en avance. On va essayer de faire quelque chose de plus incarné, puisque notamment dans ton dernier entretien à date avec Nicolas Faure, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu quelques petites... je sais pas si critique c'est le bon mot, mais il y a eu quelques petites remarques disant que c'était un petit peu désincarné, le projet Rage Culture un peu trop abstrait. Bah là, on va Ah non, j'ai essayer. pas, j'ai pas vu spécial. Je sais pas à quoi tu fais référence. C'est quoi sur la vidéo de Nicolas Faure? Ouais, dans des commentaires, dans les commentaires en dessous de la vidéo. D'accord. Ok. Non, je l'avais pas vu. Mais oui, d'accord. J'ai vu, ouais, j'ai vu des messages passés comme ça. Et du coup, ça va être, on va essayer d'incarner un petit peu tout ça de manière, bah, à travers toi justement, en te posant des questions personnelles, mais en essayant que ça s'ouvre un petit peu sur tout le reste. Alors, Ah oui, je crois que je vois. Il y en a un qui parle, qui dit que je suis déconstruit. C'est ça dont tu parles? J'en vois qu'un. ouais, je crois que c'était celui-là en effet. Oui, d'accord. Je sais pas ce qu'il veut dire par déconstruit, mais bon, oui, si tu l'entends dans le sens désincarné, alors allons-y, quoi. Oui. Du coup, alors, bah on va commencer du coup par toi. Donc, quel a été ton chemin intellectuel? Quelles ont été comment dire, les grandes influences, les grands penseurs, les expériences qui ont forgé ta pensée, euh, sachant que ta pensée, ta vision du monde prométhéenne, c'est pas forcément ce qui va de soi. Je veux dire, c'est pas la chose la plus répandue dans la France de 2023. Donc, comment tu en es arrivé là? Ouais. Alors, Lino, t'as pas posé la question comme tu me l'as envoyé déjà. Ah bah, non mais je ne la lis pas mot à mot, tu vois. Je fais vivre le débat, je vais pas la lire exactement, mais ok, ok, Non, d'accord. parce que Bon, ben, t'avais mis, donc ça va pas de soi en 2023 en France, contrairement à être socialiste. oui. Et c'est un point qui me semblait intéressant. Justement, je voulais commencer là-dessus en fait à te répondre parce que être prométhéen, c'est pas être socialiste ou être libéral. Tu peux être prométhéen en étant socialiste ou en étant libéral, en étant ce que tu veux en réalité, quoi. Parce que c'est pas au niveau politique. Là, ce que je définis, c'est une vision du monde. Et donc, une vision du monde, c'est au-delà de la politique, quoi. Donc, tu peux techniquement être socialiste, être prométhéen. D'ailleurs, Prométhée a été une figure qui était assez prisée par les communistes. Alors, est-ce que tu peux être prométhéen et communiste? Oui, mais est-ce que tu peux l'être en 2023? Je suis pas sûr, parce que être prométhéen, c'est quand même vouloir amener le progrès. Et ce que l'histoire nous a appris, c'est que le communisme n'est pas le meilleur moyen de l'amener, quoi. Donc, ça me semble euh, C'est pas optimal. assez pas optimal, non. Le capitalisme me semble quand même plus efficace. Donc, si on est prométhéen aujourd'hui, ça me semble quand même incontournable d'être capitaliste. Mais techniquement, on pourrait être socialiste et être prométhéen, on pourrait être libéral et être prométhéen. Donc, tu vois, ça ne s'exclut pas, quoi. Hmm. Après, moi, je suis pas socialiste, mais on pourrait imaginer que des gens pourraient se dire socialiste et prométhéen. Juste si je peux faire une micro incise, je sais pas si tu connais le jeu Atomic Heart qui est sorti cette année. Atomic Heart? Non, je Ouais. connais pas. Non. Je joue très peu aux jeux vidéo. C'est un jeu vidéo, ça? Ouais, ça, je veux dire, il est assez sympa. C'est l'univers qui est assez sympa parce que ça pourrait vous donner ce que c'est la vision d'être prométhéen et socialiste. Ça se passe dans Oui. une espèce d'Union soviétique où il y a une espèce de rupture technologique majeure qui fait que l'Union soviétique est hyper innovante. Il y a des robots partout et ça se passe dans les années 70. Une espèce de dysutopie, voilà, ultra technologique, voilà, où ils sont en train de conquérir Mars et l'univers est assez fascinant à ce niveau-là. Voilà. C'était juste une Ok. petite.
Alors après, pour répondre à ta question principale qui était quel est mon cheminement intellectuel, mes influences, et donc qu'est-ce qui m'a conduit à adopter cette vision du monde en fait, il faut savoir que ça vient vraiment d'une volonté initialement de définir une colonne vertébrale pour Rage, quoi. C'est un projet qui m'est tombé dans les mains. En fait, on a commencé à beaucoup de personnes. Beaucoup se sont désistés parmi les gens qui l'ont initié au début. Et, et moi, au départ, j'ai même pas envie d'écrire sur le projet. C'était pas mon domaine de compétence, on va dire. Et je voulais surtout aider par mes connaissances. Moi, je suis plus dans le monde du digital, des startups, en tant que product manager. Tu vois, donc j'ai des compétences autres sur un tel projet. Euh, mais ce projet m'est tombé dans les mains, plus ou moins, et j'ai eu le besoin de trouver quelque chose qui soit singulier pour ce projet, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que je manquais cruellement de connaissances. Alors, je me suis mis à lire beaucoup. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, même si le but initialement était assez pragmatique, c'est-à-dire bah, il faut que, que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir définir une ligne claire pour soutenir la vision de Rage. En fait, ce processus est devenu le but en lui-même, quoi. Quand j'ai commencé à, à acquérir des connaissances et à lier ces connaissances, naturellement, j'ai ressenti le besoin d'écrire, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais pour publier des articles, et je pense que tu pourrais le voir si tu lis mes articles du début, quoi. Si quelqu'un se donnait le challenge de lire tous mes articles, il y en a une centaine, je vous recommande pas forcément de le faire, parce que je pense que mes articles du début sont pas très très bons en réalité. Et vous pourrez noter sûrement qu'après, il y a le but de l'écriture est complètement différent, quoi, parce que naturellement, j'ai une vision du monde forte qui s'est dégagée en faisant la connexion entre ces informations et en ayant au début l'impression que c'est des choses qui n'avaient pas forcément été formulées avant. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui s'en rapprochaient, quoi. Mais voilà, le but c'était vraiment au début de définir cette ligne pour Rage, et finalement, ça a été de créer une vision du monde pour moi-même. Alors, parmi les influences que je pourrais citer, je pense que le livre qui m'a vraiment initié à ce voyage, on va dire, c'était le livre de François Rodier, Thermodynamique de l'évolution, qui est le premier livre que j'ai lu. C'est pas le premier à en parler, mais c'est le premier que j'ai lu, qui va faire le lien entre la thermodynamique, l'évolution et la théorie de l'information. Il parle quand même de Claude Shannon, quoi. Mais il va pas vraiment dans le détail après sur le lien que tu vas pouvoir faire entre la cybernétique, donc la science qui a été créée par Norbert Wiener, et la thermodynamique et l'évolution, quoi. Mais d'autres auteurs l'ont fait et que j'ai rencontré après. Mais c'est déjà suffisant en fait pour faire une connexion entre différents domaines qui m'ont permis d'obtenir une vision du monde qui était euh, extrêmement limpide, qui expliquait beaucoup de choses et qui était encore singulière, en tout cas pour moi quand je l'ai découvert. Et peu de gens en fait sont assez familiers avec ces choses-là, donc elle a paru assez singulière pour n'importe qui tombait dessus, ou du moins pour beaucoup de gens qui tombaient dessus et qui n'étaient pas familiers avec ça. Euh, Après, donc comme je te dis, en fait, je me suis fait une liste d'auteurs où j'ai commencé à lire dans l'ordre chronologique, tu vois, à partir de l'Antiquité, et arriver jusqu'aux auteurs contemporains, quoi. Et donc, si tu veux des influences, des gens que j'ai pu noter qui vont sortir du lot. J'ai fait une bibliographie d'ailleurs où tu peux retrouver ces auteurs, je les ai classés. Hmm. Et ceux que j'ai mis en tête de liste, tu vas trouver Archiloque, qui est quelqu'un qui, je vais pas aller dans le détail pour chacun, mais Archiloque, ça me semble important parce que je sais pas si les gens le connaissent vraiment, mais à l'époque de la Grèce antique, c'était le premier poète lyrique, et il était aussi connu que Homère. Donc c'était pas n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt plus ou moins tombé dans l'oubli. Alors ça vient du fait aussi qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de textes de lui. Beaucoup ont Ouais, il y été en a. perdus. On en a retrouvé récemment, c'est ça l'histoire, c'est ça? On en a retrouvé encore récemment, oui. Hmm. Mais on a surtout quelques fragments, quoi. On n'a pas de Hmm. textes vraiment complets. Il y a quelques-uns qui sont sûrement complets, mais très très peu en réalité. Donc je pense que ça vient aussi de là, le fait qu'il ne peut pas être aussi connu que Homère. Mais j'ai trouvé que c'est un auteur assez fascinant. Après, on peut retrouver Parménide, qui lui est beaucoup plus connu, Platon, Aristote, Eckhart, Nicolas Docus, Nietzsche.
Whitehead, Alfred North Whitehead, Wittgenstein, Gödel, Tolkien, Junger, Saint-Exupéry, John Wheeler, Prigogine, Hoppe, Stephen Wolfram, Nick Land et Peter Thiel. Voilà, c'est ceux que j'ai notés qui m'ont le plus marqué, on va dire. Mais ça, c'est vraiment le top du top. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à ça, quoi. En gros, j'ai fait une liste de 450 auteurs. Je les ai pas tous lus encore, quoi, d'ailleurs. J'en ai lu 350 peut-être dessus, et j'en ai sélectionné environ une centaine, quoi. Ouais, alors ça peut vous paraître, comment dire, c'est un peu modeste, là, je trouve, la manière dont tu présentes ton travail, puisque pour, comment dire, l'avoir vu un petit peu de loin, voilà, tu le dis un petit peu à la fin, c'est 350 auteurs que tu as lus en 2 ans à peu près, c'est bien ça du coup? Pour la majeure partie, il y en a certains que j'avais lus avant quand même, quoi. Ouais. Mais oui, j'ai fait un vrai marathon où j'en ai Ouais. lu peut-être 300, oui, en 2 ans. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, donc pour l'anecdote, est-ce que tu peux partager avec les auditeurs ta méthode de lecture fascinante? Ah, oui, en fait, c'est ce qu'on peut vraiment appeler ça de la lecture. Euh, euh, en fait, j'avais plusieurs problèmes, quoi. C'est que quand tu veux lire beaucoup, déjà, il faut acheter les livres. Alors, c'est le premier problème, c'est que ça coûte de l'argent, tu vois. Et tu Ah achètes un oui. livre, tu sais pas si ça va être un livre capital ou pas, quoi. Ben, j'ai trouvé des méthodes pour les acquérir sans les acheter. Voilà, je veux pas vous dire comment vous trouverez facilement, quoi. Mais vous pouvez trouver des PDF ou même en version EPUB assez facilement n'importe quel livre en français, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma bibliographie marche pas du tout. Tu vois, parce qu'en fait, dans ma bibliographie, donc c'est un spreadsheet où j'ai mis des liens affiliés à Amazon et je le stipule, hein, il n'y a rien de caché, parce que je dis comme ça, vous pouvez aider à financer Rage si vous voulez acheter les livres que je recommande par ici, quoi. Et je vois que les gens cliquent dessus, mais personne n'achète. Parce qu'en fait, c'est tellement simple d'avoir les livres gratuitement qu'ils viennent chercher l'information, tu vois, ils vont checker sur Amazon, ils ont encore plus d'informations, mais après, ils vont pas acheter par là. Non, ils Et en vont même temps, rebondir ailleurs. et là, tu me demandes de donner l'astuce comment ne pas, Ah ne oui, pas les suivre. excuse-moi, j'avais pas capté. Mais Non, 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 je t'ai demandé c'est ta pas ça. méthode. Après, tu peux acheter en format EPUB sur Amazon aussi, hein. C'est toi qui as l'esprit mal placé, hein. Ah oui, non, non, mais y a pas de problème, je m'en fiche, en fait, même si les gens achetaient, ça me ferait genre 20 centimes par livre, c'est pas comme ça que je vais financer Rage, quoi, tu vois, mais Ouais. c'était juste, voilà, si vous avez envie d'aider un petit peu, que vous voulez avoir des livres, parce que moi, je continue à acheter des livres, hein, mais j'ai acheté ceux que j'ai vraiment appréciés, quoi, pour avoir une Hmm. petite bibliothèque, comme ça, tu vois, mes enfants, ils peuvent trouver les livres facilement, parce que c'est ça l'inconvénient, en fait, quand tu as tes livres que en version digitale, en EPUB, qui sont sur ton ordi, sur ton téléphone, et tes enfants peuvent pas tomber dessus, tu vois, de façon inopportune et te poser des questions dessus ou des trucs comme ça. Et Donc même toi, moi, pour les relire, quand c'est des livres qui sont importants, enfin moi je sais pas toi, mais j'aime bien les relire et je fais des notes sur mes pages. Comme ça, je retombe un peu plus facilement. C'est quand même plus ouais. appréciable le format papier pour les livres importants, hein, bien évidemment. Alors moi justement, je préfère avoir des notes digitales parce que je vais les Ah, retrouver plus facilement pour la recherche et tout ça. Et j'aime bien avoir mes livres qui sont clean. Donc ah, c'est une mode j'ai technique. plutôt, ouais. Ouais. Mais bon, bref, pour expliquer comment vous pouvez lire beaucoup plus de livres et assez facilement. Donc vous trouvez vos livres en EPUB et après vous pouvez trouver des apps. Moi, j'utilise une app qui s'appelle Natural Reader qui va vous lire le livre, donc avec une voix faite par l'intelligence artificielle. Et vous pouvez gérer la vitesse. Et en fait, votre oreille s'habitue. Moi, maintenant, je peux écouter des livres en vitesse x3. Alors, ça dépend du type de livre, bien sûr. Il y a des livres où je peux pas. Si c'est de Kant, je l'écoute pas en vitesse x3, quoi. C'est c'est beaucoup trop dur à comprendre déjà en vitesse normale pour se permettre de le mettre en x3. Mais il y a des livres où c'est extrêmement simple à écouter en vitesse x3. Et votre oreille s'y habitue très facilement. Et donc, vous pouvez lire, entre guillemets, beaucoup de livres et dans différentes situations. Moi, je sais que j'aime bien le faire quand je vais au sport, par exemple. Faut savoir que moi, j'ai 2 enfants. J'ai pas énormément de temps libre pour lire à proprement parler, donc pour prendre un livre et m'arrêter. Mais par contre, j'ai ces moments où je vais être en voiture ou en vélo ou j'allais au sport. Et donc là, je vais me mettre ces livres audio. Mais en fait, le problème des livres audio par les services Audible et tout ça, c'est que c'est rare de trouver les livres que vous voulez en version française. Alors là, vous avez votre livre en version française et l'IA vous le lit.
Et c'est comme ça que j'ai pu lire vraiment les livres que je voulais, gratuitement, et de façon plus rapide, et donc de façon plus conséquente que si j'avais dû effectivement lire les livres, quoi. Mais c'est extrêmement important de prendre des notes encore souvent, parce que moi j'ai la version EPUB à côté, donc je vais l'écouter, et quand il y a un passage intéressant, je vais revenir dessus, je vais le lire vraiment, je vais surligner sur ma version EPUB, et je vais mettre une note, ce genre de choses. Je vois que je note que t'es passé de vitesse x2 à x3 maintenant. Parce qu'à l'époque où tu Oui, m'avais mais décrit cette technique, tu sais moi. que Hmm. maintenant tu peux aller jusqu'à x5, ils ont augmenté, tu peux aller jusqu'à x5, Oh, mais c'est inhumain. et mais tu sais que il y a des, j'y arrive pas. Ça dépend vraiment des textes, mais j'ai pu lire quelques livres courts en x5. Mais si c'est vraiment un essai où tu veux comprendre ce que dit l'auteur de A à Z, non, ça tu peux pas, quoi. Ouais, c'est chaud. Moi, j'arrive à faire vitesse 1,5 et encore j'ai du mal. Je suis 2 fois moins rapide que toi. Et 1,5 et encore, c'est les bouquins, genre l'anabase, des choses comme ça, un peu d'aventure, un peu plus facile à lire que les essais au-dessus de 1.3, j'y arrive plus, quoi. Bon, Ah ouais? chacun, c'est ah ouais, non, non, franchement, c'est chaud. C'est très très chaud. Mais voilà, que tu me dis que t'es à 3, je me demande comment. Enfin voilà. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes capacités aussi. Bon, bref. Euh, Bah, très bien. Et donc, on va essayer d'avancer, parce qu'on va essayer de pas faire trop long aussi cette émission. Je vois qu'on est déjà à 22 minutes. On va essayer de. Voilà. Euh, alors, je voulais savoir aussi, pourquoi t'as entrepris tout ce travail intellectuel et métapolitique, du coup. Oui, alors, pourquoi j'ai lancé Rage en réalité, quoi? Mhm. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Et ça, c'est extrêmement personnel, tu vois, mais en fait, j'ai ressenti le besoin. Au début, c'était extrêmement militant, mon ambition. Ça l'est moins maintenant, ça s'est déplacé, comme je te dis, au fur et à mesure, ça a été vraiment plus personnel. La nécessité d'écrire parce que je développais une vision du monde qui était assez forte. Mais au départ, qui a, ce qui m'a motivé à le faire, c'était vraiment militant. En fait, il s'est passé un truc dans ma famille, mon père en particulier, qui est chauffeur de bus, qui a vécu une mésaventure. Il a eu des difficultés, on va dire, hein. Il a rencontré des difficultés. Et je veux pas en dire trop parce qu'on pourrait facilement, en fait, si je donne trop d'informations sur moi, on pourrait facilement trouver mon identité après. Donc je veux pas trop détailler ce qui s'est passé, mais c'était quelque chose de pas très cool. Et donc je me suis rendu compte que, en fait, ce qui manquait, et surtout chez les gens éduqués, c'était de se sentir moral. Tout le monde va faire les constats sur ce qui va mal en France, mais ils pourront jamais prendre les bonnes décisions derrière, faire ce qu'il faut, parce que ils se sentent de moins en moins, et je suis content de participer à ça, à mon échelle, hein, on est bien d'accord, Mhm. mais il y a quand même, ils se sentent immoraux, tu vois, et c'était encore plus vrai, encore en 2017, quand tu allais mettre ton bulletin Marine Le Pen, tu vois, tu le faisais avec un sentiment de, ouais, je le fais parce que je pense que c'est le mieux, mais c'est pas très moral, quoi, tu vois. Alors ça Tu te commence à sentais disparaître. honteux, quoi, quasiment. Ouais, voilà, quoi. Mm. Et ça commence à disparaître. Mm. Mais et je voyais que c'était encore plus présent chez des personnes éduquées. Alors moi, je viens de la campagne. Tu vois, moi, je viens d'un petit village de 800 habitants. Donc, mais par contre, après, j'ai fait mes études. J'ai vécu dans des grandes villes. J'ai vécu à Paris, à Londres, à San Francisco. Et donc, je connais ces deux mondes. Tu vois, je connais ces gens éduqués qui ont encore plus ce problème que les autres. De se sentir sale s'ils vont voter pour ces partis-là, tu vois, ou même d'exprimer ces idées-là, ils disent que c'est immoral, quoi. Et donc moi, mon but, c'était purement militant au début, c'est de montrer à ces gens que c'était pas immoral, que c'était même profondément moral de penser ce qu'ils pensent. Et donc je voulais développer les connaissances qui permettent d'atteindre ce sentiment, quoi. De dire, ben non, mais en fait, j'ai raison de faire ça, quoi. Juste pour compléter ce que tu dis, les gens l'ont peut-être oublié et les plus jeunes ne le savent pas, mais moi je m'en souviens très bien puisque j'ai toujours aimé la poétique, je me suis toujours intéressé à ça et je me souviens en 2007, donc en 2007 c'était il y a 15 ans, en 2007, voter Sarkozy, c'est pour dire à quel point le monde était
surmoralisé à gauche, voter Sarkozy, c'était déjà être un membre du Ku Klux Klan à l'époque. Non, mais c'est une question d'âge aussi, ça, Ino, parce que quand je sais pas, quand voter Sarkozy, tu vois, et je pense que tu as après le même âge que moi, on avait la petite vingtaine, quoi. Et à cet âge-là, tu votes pas à droite, c'est très rare, quoi. Alors ça Non, change non, aussi, ça. Mais mais je te parle dans les médias, le traitement médiatique. Moi, je me souviens de personnes comme Faudel ou Doc Gynéco, ou des ah, amis à mes peut-être. Ouais. parents qui se sont fait massacrer, mais littéralement massacrer, parce qu'ils avaient, alors Faudel et Doc parce qu'ils avaient appelé à voter Sarkozy, tu vois. Je me souviens très bien, je les ai revus pour ce que j'avais fait une émission avec les Ardosiens. Bon, bref, et à cette époque-là, oui, je me souviens les sketchs de Fabrice Eboué, tous ces mecs-là, qui les traitaient de nazis, quoi, littéralement. Alors je dis voter Sarkozy, les mecs, hein. Ouais. Ouais, c'est pour dire à quel point on vient de loin et que ces idées ont quand même progressé, que la morale avance, elle avance plutôt du bon côté, même si ça paraît toujours un peu trop lent, elle avance, quoi. Ouais, ouais. C'est pas plus mal, quoi. Euh, du coup, alors, à travers tous ces penseurs que tu as lus, quel est pour toi le penseur avec qui tu te sens le plus proche, vivant ou mort? Même, je vais même tricher un petit peu, je voulais dire vivant et mort. Un vivant et un mort, si possible. Ah, ok. Euh, oui, c'est une question qui est pas facile, hein. J'ai tranché au final en choisissant Nick Land, qui est un auteur contemporain. Il est encore vivant. Et je pense que ça joue beaucoup en fait qu'il soit contemporain, quoi. C'est que il va avoir des connaissances aujourd'hui que les autres n'avaient pas forcément, et donc il va pouvoir poser un regard sur les choses que des gens plus anciens ne pouvaient pas forcément. Mais ça va se recouper avec des choses que des auteurs anciens pouvaient dire. Donc oui, au final, je choisis Nick Land. Alors, je sais pas si tu veux que je présente un peu Nick Land et que j'en Ouais, parle, pourquoi je choisis. ouais, Euh, s'il te Nick plaît. Land, c'est le penseur de ce qu'on appelle l'accélérationnisme. Euh, je vais pas te faire l'historique de l'accélérationnisme, mais bon, c'est l'idée d'accélération est passée par Karl Marx, Nietzsche. En fait, il y a des auteurs comme ça qui ont remarqué que il y avait déjà une singularité qui se profilait dès le 18e et que ça allait en accélérant, quoi. Et, et Nick Land l'a vraiment théorisé après, on va dire, dans les années fin 80-90. Et maintenant, c'est évident, quoi. Genre, tout le monde peut noter qu'il y a une certaine accélération des processus technologiques. Donc, qui parle en termes d'accélération, il parle des processus techno-capitalistiques, c'est-à-dire une accélération de la technologie associée au capital. Et donc, ça repose sur différentes connaissances scientifiques. Il est assez opaque si on n'a pas toutes les connaissances scientifiques nécessaires, donc autour de la thermodynamique, autour de la cybernétique, même la mécanique quantique aussi. Hmm. Et je sais que des gens auront du mal à le lire, mais quand on a ces connaissances, c'est déjà beaucoup plus clair, quoi. Et donc, ce qui met en avant, c'est cette accélération. Donc, il y a un processus logique quand on est familier avec ce qu'on appelle les structures dissipatives qui ont été découvertes par Ilya Prigogine, qui ont une façon de s'auto-organiser. Et donc, ce qui met en avant, c'est que on appelle le capitalisme, le marché, c'est ni plus ni moins, ou rien que la société humaine, c'est ni plus ni moins qu'une façon d'auto-organiser les choses, et que donc le capitalisme, le technocapitalisme aurait son identité propre, et que la singularité technologique ne serait jamais que l'aboutissement de cette auto-organisation du technocapitalisme, quoi. Pour le résumer succinctement. Tu parles d'avoir des bases pour pouvoir lire ce genre d'auteur. Justement, Rage permet d'obtenir ces bases, et notamment plusieurs articles que tu as fait. Quand tu parles de physique quantique, par exemple, je pense notamment à celui qui s'appelait Dieu le hacker, ou Dieu est un hacker, Ah, ou ouais, voilà, ouais, c'est celui-là, où tu rentres très très bien dans les détails. Moi, j'avais survolé un petit peu ces questions, ces enjeux, et tu vas encore plus loin. Bon, alors c'est des articles où il faut s'accrocher. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles que tu écris. Ça me fait penser à ce que disait Nietzsche de ses écrits, qu'il faut les ruminer, tu sais. Il faut revenir plusieurs fois dessus, le temps que ça s'intègre ouais. bien. Mais c'est vraiment et très très bien écrit. Je l'ai relu hier justement pour l'entretien d'aujourd'hui, celui-là. Et
Voilà, vraiment très très bien. Je précise aussi que Nick Land, à court terme, va y avoir un e-book de Nick Land sur Rage Culture, c'est bien ça? Oui, oui, c'est le projet. Donc, il est déjà traduit. En fait, c'est une traduction de textes sélectionnés de Nick Land. Nick Land a écrit de façon éparse au cours de sa vie. Donc, il a commencé en étant à l'université de Warwick, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça en Angleterre. Peut-être que je me trompe sur le nom. Et puis, il a déménagé en Chine, à Shanghai. Hmm. Euh, et il est assez controversé, on va dire, comme auteur. Je pense pas qu'il pourrait rejoindre une université dans le monde occidental aujourd'hui. Et il s'est mis à écrire sur des blogs, donc Xenosystem d'abord, puis il a écrit pour d'autres magazines comme Jacobite. Maintenant, il a un Substack. Donc ses écrits sont assez éparses. Beaucoup de choses, beaucoup de sites où il a écrit n'existent plus. Xenosystem et Jacobite, par exemple, c'est le cas, ils n'existent plus. Donc ces textes sont un peu perdus, mais tu vas les retrouver circuler sur Internet dans des PDF. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné ce qui nous semblait le plus pertinent, on les a traduits. On va publier ça en e-book prochainement. C'est pas dans le but de le vendre, mais c'est pour l'offrir aux gens qui nous soutiennent sur Tipeee. On n'avait pas de contrepartie jusqu'à aujourd'hui. Et on commence à leur donner ces contenus qui sont plus étoffés que les articles pour les remercier. Donc le Ouais. prochain sera sur Nick Land. Alors il se trouve que Nick Land nous suit sur Twitter et qu'on lui a envoyé un message il y a peut-être un mois, donc déjà pour lui demander la permission et puis pour avoir potentiellement une interview. Mais il a posté un tweet seulement aujourd'hui, je crois ce matin, où il est désolé, j'ai un problème de VPN, alors je me connectais plus. Donc je sais pas, peut-être je vais attendre qu'il nous réponde. J'espère que Ah, ça va être le cas. d'accord. Ah, parce qu'il est encore en Chine du coup là, à cause du c'est ça? Oui, oui, il est toujours en Chine, là, dans la nouvelle, ce que je sais, oui, il est à Shanghai. D'accord, ok, d'où le problème de VPN. Très bien. Je précise aussi Je que pense, oui. ouais, ouais, sûrement. Du coup, je précise aussi que le premier e-book est déjà disponible. C'est Le Moment Straussien, écrit par Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un des, comment dire, une légende vivante de la Silicon Valley. Grand ami d'Elon Musk, ils ont fondé leur première société ensemble, ou une des premières en tout cas. Euh, PayPal, ouais, ils ont fait PayPal ensemble, ouais. C'était PayPal? Ok, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Bah, ils ont fait PayPal ensemble. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant. Là, actuellement, il développe le, l'intelligence artificielle pour l'armée américaine avec le système Palantir, notamment, pour ceux qui connaissent. Ah, Donc, il fait l'IA avec Palantir, parce que Palantir, c'était une façon de collecter les données, quoi, de gérer les données. Je savais pas qu'il faisait aussi la partie IA. bah, il gère les données avec l'IA. Donc, sur Palantir, c'est regrouper les données Ah oui, qu'il y a d'accord, sur oui, un champ de d'accord. bataille pour les traiter. D'accord, oui. Non, j'imaginais autre chose la façon dont on parlait, mais oui, oui, il fait ça, oui. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant. On a fait un space Twitter, enfin vous avez fait un space Twitter plutôt là-dessus, sur Rage. J'invite les gens à aller l'écouter pour se renseigner sur ce bouquin. Et c'est quand même assez... ouais, un truc que j'avais pas dit pendant le space, mais qui est quand même assez savoureux, c'est que le mec, c'est un grand patron. Et le mec, il est capable de te produire des essais d'un très haut niveau intellectuel. Et j'essaie de réfléchir à qui en France, quel grand patron français serait capable Ah de, oui, de- de faire ça. mais Peter Thiel sort de Stanford et il était dans la section philosophie. Il a suivi les cours de René Girard. Donc, c'est pour ça aussi, quoi, qu'il a ce background, quoi. Hmm. Donc personnage excessivement intéressant. Euh, du coup, on va enchaîner. Du coup, qui c'est pour toi le GOAT, le plus grand auteur de... Bah, du coup, oui, l'auteur mort, quoi, parce que tu m'as dit qu'il Oui, fallait un vivant, un mort. Ouais, ouais, pour moi, le GOAT, c'est Platon. Clairement, pour moi, il y a pas de question. N'importe quel auteur, n'importe quel penseur qui veut philosopher aujourd'hui a lu Platon, quoi. Et il va sûrement s'inscrire avec ou contre Platon. Je vois pas qui d'autre on pourrait nommer le GOAT de façon objective, quoi. bah, moi bah, tu aurais pu dire Homer aussi, par exemple. Euh, Oui, par exemple, Homer.
Moi, j'aurais Oui, pensé mais que tu aurais dit. t'as dit le penseur. T'as dit quel est le Oui, penseur? oui, c'est vrai, t'as raison. Et du T'as coup, moi, raison. j'ai tout de suite pensé à des philosophes, quoi. C'est Ouais, pour ça que ok. Ok, ça a un peu d'accord. guidé ma réflexion. Ok, oui, t'as raison. Et c'est Alfred North Whitehead j'ai hésité à le mettre aussi à la place de Nick Land. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait la philosophie du processus, très intéressant. Et c'est lui qui disait que toute la philosophie occidentale peut se résumer à des notes de Un bas de bas de page page. de Platon. Ouais, Ouais, bah voilà. voilà, j'allais citer cette anecdote-là sans savoir qui l'avait dit. Mais bon, voilà. Ouais, bah c'est lui. Ok. Alors, quelles sont pour toi les meilleures réalisations de Rage? Alors oui, ce dont je suis le plus fier, on va dire, c'est que Hmm, bien souvent, donc on a commencé à publier en 2019, et bien souvent, on s'est retrouvé à avoir raison avant tout le monde, on va dire, de façon répétée, quoi. Euh, j'ai donné quelques exemples, et du coup, c'est ce dont je suis fier, quoi. Dès 2019, on a écrit un article sur les Yamnaya. En France, je pense qu'on était un des premiers, mais de tous les sites d'information, quoi. Je crois qu'il y avait Futurama, qu'on avait parlé avant, peut-être. Mais un des premiers, du moins, à faire un article sur ce qui s'appelait Yamnaya. Et je me souviens quand je l'avais posté, tu vois, sur Facebook, t'avais tous les gauchistes qui venaient me chier dans les bottes en me disant, ouais, en fait, c'est juste la version des nazis, mais sauf que là, ils sont pas blonds aux yeux bleus, et puis qu'ils viennent pas du Nord, quoi, tu vois. Mais pensez ce que vous voulez, mais il se trouve que c'est le cas, c'est ce qu'on observe, parce que ça vient des études de David Drake, tu vois. Et bah voilà, après maintenant aujourd'hui tout le monde en parle et c'est quelque chose de connu et de banal on va dire quoi. Et du coup, juste, alors moi je connais pas là pour le coup les Yamnaya. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois ce nom. Dans ma tête, peut-être que je me trompe, mais je les associe aux Indo-Européens. C'est peut-être qu'il y a une petite différence, une petite nuance. Oui, ce sont on peut dire les proto-indo-européens quoi. C'est D'accord. vraiment le peuple souche qui va avoir donné la culture. Ils vont s'être mélangés après avec les autres. Mais en fait tu vois même à droite j'ai eu des remarques où des gens qui me disaient Yamnaya ça sonne africain quoi c'est quoi ce truc et, mais oui mais j'y Les peux rien tu vois. Google. J'ai pas choisi le nom quoi tu vois. Bon, aujourd'hui c'est assez banal quoi. Donc c'est un article qui marche encore très bien parce que du coup il est bien référencé. Donc j'imagine que le fait qu'on est sorti en premier, il est assez bon, je l'ai bien peaufiné. Je pense que ça a joué sur le côté des vues organiques. Il est bien placé dans Google quoi. Après donc il va y avoir on a, dès le début quand Raoult a sorti ses études, on a fait un article dessus pour le démonter parce qu'on a vu que c'était une étude très mauvaise quoi. Et puis bah voilà maintenant on le sait, il y a plus de doute quoi. Donc ça, je veux dire, ce dont je suis fier, c'est qu'on peut penser contre notre camp, parce que clairement, c'était les gens de droite qui défendaient Raoult. Et on n'a pas eu de problème à mettre en avant que ces études étaient bidons, elles l'étaient. Voilà. Sur le... Juste pour l'anecdote, je les avais aussi étudiés de mon côté, les études, les premières études de Raoult pendant le Covid. J'avais rien d'autre à faire, donc je m'étais amusé à les regarder, sauf que moi, j'avais pas voilà, j'ai pas le niveau scientifique adéquat. Et j'avais remarqué où était le problème. J'avais remarqué que au fur et à mesure du temps, il enlevait, c'était ça le problème, il enlevait des patients Il y avait ça, au ouais. au fur et à mesure de l'étude. Et moi, je l'avais remarqué. Et je m'étais dit, c'est normal, ça doit être inclus dans le processus, tu vois. Et j'avais quand même remarqué qu'il y avait le souci, tu vois. Parce que ça devient trop dangereux. Ouais, c'est normal qu'on les retire. Ouais, Et c'est donc du j'ai coq, quoi. j'ai encore la vidéo qui doit traîner sur ma chaîne secondaire où je parle de ça justement. C'est assez drôle, quoi. Ouais, Vas-y, ouais, ouais. Vas-y, voilà. Alors continue. après, on a un article sur les races. Alors ça, c'est un truc que j'ai écrit moi-même et je le fais très humblement, tu vois. Et alors, encore une fois, on a parlé du changement qui est en train d'opérer sur la morale et tout ça, mais je peux vous dire que parler de race en 2019, ça se faisait pas, quoi. Non. Pas encore, quoi. Parce que même donc un magazine comme Quillette, qui est un magazine qui a été créé par Claire Lehmann, une Australienne, donc un magazine anglo-saxon qui hésite pas à aller sur ce genre de terrain. Ils ont sorti leur article sur les races quelques jours plus tard, quoi. Et d'ailleurs, les auteurs se sont fait démonter, évidemment, par chance. Moi, j'ai pas comme je dis, je le fais humblement. J'ai pas euh, la capacité d'atteindre beaucoup de personnes. Mais c'est une satisfaction parce que vous pouvez le relire aujourd'hui et vous verrez que les arguments que je mets en avant sont évidemment valables et que Allô? Allô, Nîmes, je t'entends plus.
Euh, Ah oui, non, tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ah, pardon. Ouais, ça Ouais, a coupé. Bah, évidemment, ça parle de race, ça coupe, quoi. Comme par oui, ça, hasard. je pense que c'est. euh, C'est les mêmes qui m'ont censuré de Twitter. Les Ouais. vrais savent. Non, non, évidemment, c'est que ma connexion n'avait pas été bonne. Je me suis isolé au fond de la maison et c'est pas là où la connexion est le meilleure, quoi. Hmm. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que ce que j'ai écrit commence à être dit parce que, en fait, c'est pas des choses qui étaient cachées, quoi. C'est simplement que personne osait le dire. David Drake a essayé de le dire, mais il y a eu un gros backlash et il a compris que même pour lui, c'était compliqué de pouvoir aborder ces questions, quoi. Alors aujourd'hui, ça commence à se libérer un petit peu. Et je pense que dans les années qui vont venir, ça deviendra une banalité aussi, mais pour l'instant, ça l'est pas encore, quoi. Mais C'est là encore aussi, je suis compliqué, oui. persuadé qu'on aura raison avant avant la doxa, on va dire. Après, sur Poutine, dès 2019, nous, on a des articles, on s'est opposé à Poutine, on a mis en avant pourquoi la Russie n'était pas un modèle à suivre. Et pareil, je pense que l'avenir nous a donné raison. Alors certains vont dire que non, ils vont s'empêtrer dans leur poutinisme, mais bon, moi je pense que l'avenir nous a quand même donné plutôt raison. Ouais, l'histoire, elle a Et tranché, je trouve, hein, quand même. Alors, à part être un droitard un petit peu, comment dire, arc-bouté sur ses idées, euh, tout l'Occident vous donne tort, mais bon, c'est pas grave, hein, les mecs. ouais. Et sur le complotisme de façon générale, on avait fait un article là-dessus aussi, on avait alerté, je sais plus comment on l'avait intitulé, mais en gros ce qu'on disait c'est que ça finit toujours à Téhéran, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est une position qui est tiers-mondiste. Et au final, si vous adoptez cette position, et vous pouvez le voir sur des chaînes comme TV Liberté, qui ont décidé d'aller dans cette voie, et ben ça devient de moins en moins de droite, et de Ah plus ouais, en plus du globi-boulga, tu vois. c'est terrible. TV Liberté, ça devient irregardable, là, avec l'ancienne meuf de chez Voici, là, je la déteste. Myriam, je sais plus comment, là. Ah, pas, T'es... oui, d'accord. Oui, je suis plus. Ouais, Palombo, c'est ça? ouais, Palomba, je sais plus, mais c'est c'est très 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 bas. Regardez pas ça, les gens. C'est Voilà. vraiment c'est de la javel, quoi. Et je pense que globalement, la vision du monde à laquelle j'ai abouti, donc qui repose sur des connaissances scientifiques qui sont en train de se développer, notamment autour des travaux de Jeremy England, qui apporte une nouvelle réflexion sur la façon de porter son regard sur ce qu'est la vie. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir aussi et qui nous donnera, qui va nous donner raison là aussi, quoi. Donc ça, c'est de la spéculation. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que ce sera quelque chose dont je serai fier parmi les réalisations de Rage. Mhm. D'accord. Euh, Ok, très bien. Du coup, on va un petit peu rentrer dans la pensée prométhéenne. Ça, c'est une chose pour laquelle tu es connu. Et donc, du coup, la pensée prométhéenne que tu développes, c'est pas forcément la chose la plus évidente à comprendre, à appréhender. Mais du coup, si tu pouvais la définir rapidement en quelques lignes, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, en quelques lignes, c'est quand même assez délicat parce que, comme je t'ai dit, Oui, ça repose sur forcément. des connaissances scientifiques qui méritent d'être explicitées, quoi. Donc, Hmm. si je dois le faire en quelques lignes pour que les gens puissent comprendre dans les grandes lignes ce que j'essaie de faire, ce que je dirais, c'est que c'est une pensée qui va permettre de dépasser la modernité par elle-même. Parce que, comme je te dis, ce sont les connaissances que la modernité a apportées qui vont permettre de lui trouver ses limites et de la dépasser. Et en la dépassant, on va pouvoir retomber sur des choses que les anciens défendaient, quoi. Mais sans revenir en arrière et adopter la vision des anciens. C'est-à-dire que tu vas trouver des similarités. Comme je te dis, donc, si tu prends les structures dissipatives, tu as cette notion d'organicisme, on va dire, par exemple, ce que Spengler mettait en avant, qu'une société humaine a une façon organique d'évoluer. Tu peux retrouver cette pensée du côté de Prigogine quand il va parler de la façon de s'auto-organiser des structures dissipatives et que les sociétés humaines sont des structures dissipatives, quoi. Donc tu peux, par la science, par les connaissances qu'elle amène, retomber sur des choses que d'autres penseurs avaient développées auparavant, quoi, mais d'une autre façon. Donc, ouais, c'est comme ça que je dis que tu peux dépasser la modernité par les voies de la modernité, en réalité, quoi. Mhm. Et
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'il y a deux règles fondamentales dans le cosmos, on va dire, qui sont la fragmentation et l'accélération, quoi. Pour le dire simplement, c'est que le monde part donc d'une unité, le Big Bang, qui va se séparer en galaxies sous l'effet de la gravité, et puis ces galaxies vont s'éloigner au fur et à mesure, quoi. Et donc elles vont se fragmenter, et puis se séparer en accélérant toujours plus, quoi. Donc ça, c'est les deux choses fondamentales pour penser une cosmologie et donc un cadre de pensée viable, on va dire, quoi. Et... Si je puis me permettre, c'est l'expansion qui fait qu'elle s'éloigne, c'est pas la gravité. Non, ce que je dis, c'est qu'elles sont formées grâce à la gravité. Oui, elles sont formées, oui, voilà, elles sont formées grâce à la gravité. Il y a l'expansion de l'univers qui fait que tout ce qui n'est pas lié par la gravité s'éloigne les Voilà. uns les autres. C'est ça. Et donc voilà, c'est les deux grands principes fondamentaux qu'on va observer. Et donc c'est important de partir de cela, à mon sens. Après, tu vas pouvoir le vérifier dans le détail. Donc, comme je t'ai dit, par la notion d'entropie, donc on pourra faire le lien avec la thermodynamique, la théorie de l'information. Les deux utilisent l'entropie, et tu pourras faire le lien avec ça. Mais si je veux dégager les deux principes fondamentaux, c'est ça, quoi. C'est la fragmentation et accélération. Et ça me semble être important, en fait, de poser ce cadre, simplement parce que si on veut, comment dire, comprendre la limite des connaissances, donc je t'ai dit, ça peut rejoindre ce que disaient les anciens. Il faut comprendre que ce qu'on observe aujourd'hui, donc à l'heure où on existe aujourd'hui, quoi, on peut encore observer ces galaxies, ces autres galaxies, et comprendre cette expansion de l'univers, parce que on peut voir qu'elles s'éloignent, quoi. Mais il arrivera un moment, dans des milliards d'années, où on pourra même plus les voir. C'est-à-dire que notre galaxie sera complètement isolée. Donc imagine des scientifiques qui vivront à ce moment-là, quoi. Si ils essaient d'observer ce qu'il y a autour d'eux, ils verront rien, quoi. Tu pourras même pas inférer le Big Bang, parce qu'on l'a fait à cause de cette expansion, justement, quoi. Oui, ça a dû partir de Big Bang. Une fois qu'on sera isolé par la science de façon empirique, tu pourras pas le comprendre, quoi. Donc, il pourrait y avoir des textes qui viennent de notre époque, on va dire, tu vois. Dire, mais si, mais c'est écrit dans des vieux livres, quoi. Ils pourront prendre ça pour de la mythologie, en gros, quoi, tu vois. Et donc, tu peux te poser la question, ben, nous, à notre époque, est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce qu'il y a des choses, des connaissances qui ont été perdues parce que l'univers efface les traces de son histoire au fur et à mesure, quoi. Et donc, ça va forcément questionner ta connaissance, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, on va dire. Parce que le côté prométhéen, c'est évidemment de développer le futur par la technique, par la science. Mais je pense que ce qui reste ma spécificité, en gros, c'est que, et ce qui fait que je suis pas communiste, je suis pas matérialiste, c'est que moi, j'ai pensé cette limite de la connaissance, quoi. C'est que je sais que, d'un point de vue purement cosmologique, l'univers efface les traces de son histoire. Donc, la science va être condamnée à être de plus en plus locale. Elle va pouvoir obtenir des connaissances de façon de plus en plus locale et de moins en moins de façon universelle, quoi. Donc, si je peux donner, aller dans ton sens, un petit détail, chaque seconde, il y a 60 000 étoiles qui deviennent inaccessibles par les lois de la physique. Alors pas inaccessibles d'un point de vue visuel, mais inaccessibles, qu'on peut plus les atteindre, qu'on pourra pas jamais poser le pied dessus à cause de l'expansion de l'univers. Ça, c'est une vidéo qui a été partagée dans le Twitter de Rage. Je connaissais ce phénomène, mais j'avais pas le chiffre. Voilà. Dites-vous que chaque seconde, il y a 60 000 systèmes solaires, 60 000 étoiles qui nous échappent. Ouais, et on va être condamné à interagir au sein de notre galaxie, quoi. De notre amas local. Oui, de notre amas local, ouais. Donc, nécessairement, ça repositionne en fait notre façon d'aborder la connaissance. On peut aisément se dire, mais il y a peut-être des choses qu'on peut déjà plus connaître, quoi. Et donc, souvent, j'emploie le terme faustien aussi. Et là, pour le coup, ça fait une référence directe à Faust. Parce que Faust, c'est le personnage de Goethe qui va vouloir obtenir la connaissance tout de suite. Il a un pacte avec le diable pour avoir accès à toute la connaissance, à tous les plaisirs matériels, quoi. Puis après, à la fin,
il va se repentir, et c'est la rédemption, il va se retourner vers Dieu, quoi. Et en fait, ce simple fait peut résumer cette tension, quoi. Ces deux affects qu'on peut avoir, parce que ça veut dire que, comme tu dis, demain, on pourra atteindre moins d'étoiles, mais on pourra avoir moins de connaissances aussi, quoi. Donc, si on veut avoir le maximum de connaissances, il faut il faudrait pouvoir connaître tout de suite, quoi. Parce que, en fait, demain, ce sera déjà trop tard pour certaines connaissances. Et donc, Après, faut quand même un petit peu, pour un petit peu relativiser quand même. On parle en termes quasi absolus et sur des échelles de temps énormes. bien sûr, Voilà. bien sûr, si tu veux être littéral, tu peux dire ça, quoi. Oui. En réalité, demain, tu auras sûrement accès à pratiquement autant de connaissances qu'aujourd'hui, quoi. Mais pour comprendre ce que je veux dire, quoi, c'est que il y a une double injonction, tu vois, comment dire, une tension entre deux volontés différentes, qui va être d'obtenir le maximum de connaissances tout de suite, ou de verser dans la contemplation et de se dire, bah, de toute façon, il y aura toujours des connaissances qui nous seront inaccessibles, et donc faire la part entre ce qui est du domaine du connaissable et de l'inconnaissable. Et Goethe a d'ailleurs une très belle citation pour décrire ça. Alors je sais plus si je l'ai sous la main, si ce qu'il a dit. Non, je l'ai pas sous la main. Peut-être que je la retrouverai d'ici la fin. Ah si, je l'ai là, quoi. Il dit: le plus grand bonheur de l'homme qui pense, c'est d'avoir étudié le connaissable et d'admirer paisiblement l'inconnaissable, quoi. Et Je sais pas toi, ça me rappelle les stoïciens, d'une certaine manière. Accepter ce que tu peux, ce que tu ne peux pas changer. Et ah merde, c'est Jean-Michel à peu près là. Et tu vois quelle phrase je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sur la sagesse, quoi. C'est plus il faut savoir faire la différence entre ce que tu peux changer et ce que tu peux pas changer, quoi, en gros, et il faut accepter ce que tu peux pas changer, quoi. Voilà. Mais Et se donner à fond dans ce que tu exactement peux ça. atteindre. Oui, mais c'est pas exactement ça, quoi, quand même. Ici, c'est simplement, c'est plus proche de ce que Nicolas de Cuse disait, la docte ignorance, tu vois, donc qui est un oxymore, quoi, docte ignorance, quoi. Donc c'est la connaissance de ton ignorance, quoi. Mm. Et en fait, lui, c'est là où il faisait résider le divin, quoi. Tu vois, c'est être conscient qu'il y a une partie des choses qui est connaissable et une autre qui est inconnaissable. Et dans cet espace, c'est là qu'il va y avoir le mystique et le divin. Mm. Donc d'autres penseurs vont avoir cette réflexion après, Wittgenstein, Gödel. Et c'est une réflexion qui me semble intéressante. Dostoïevski aussi. Sûrement. J'ai pas lu Dostoïevski, je le lirai, mais je me suis pas trop porté sur la littérature pour l'instant. Donc oui, je le lirai. Du coup, quand est-ce que tu estimes que cette pensée, elle est historiquement, quand est-ce qu'elle est née du coup? Alors, comme je te dis, elle découle de connaissances scientifiques. Et je pense que celle qui est fondamentale, c'est celle de Prigogine sur la structure dissipative. C'est là que va commencer à naître aussi l'écologie, à gauche, enfin, l'écologisme du moins, avec des économistes comme Georgescu Rogan, qui va être le vrai père de la décroissance, en gros, on va dire, où il s'appuie sur les travaux de Prigogine, et qui refuse de faire le lien, lui, il fait pas le lien avec la théorie de l'information, justement, et la cybernétique. Et il me semble que c'est une erreur de mon point de vue, et que si on associe les deux, justement, ça conduit à une autre pensée, qui va être l'accélérationnisme. Et l'accélérationnisme il a vraiment pris de l'essor justement à partir des travaux de Jeremy England. Donc il y a quelques années, juste en 2015-2017 peut-être, où il a porté ce nouveau regard en partant justement de cette idée des structures dissipatives de Prigogine, où il dit bah en fait la vie, tout simplement, son but c'est de produire de l'entropie. Le but, je sais pas si c'est le terme exact, on va dire son rôle, pourquoi elle apparaît, c'est la production d'entropie. Donc c'est-à-dire que si tu as l'énergie autour, si tu as les bonnes conditions avec de l'eau et de l'énergie, en l'occurrence de la Terre fournie par le Soleil, on pense que la vie est apparue au fond des océans, elle va apparaître suivant des processus chimiques, des réactions chimiques au début, qui vont s'auto-organiser de manière à dissiper l'énergie de leur environnement. Et puis, elle va avoir une façon d'apprendre. Donc, Stuart Bartlett va même dire que la vie
est une structure dissipative, comment il dit, autocatalytique, capable d'homéostasie et d'apprentissage. Voilà, pour le résumer. Et donc, en gros, c'est simplement elle va s'auto-organiser pour dissiper l'énergie de son environnement de plus en plus efficacement. Donc, elle va apprendre sur l'environnement. Et donc, les gènes ADN vont être un moyen de capturer de l'information sur l'environnement afin de créer des organismes de plus en plus complexes qui vont optimiser la dissipation de l'énergie. Donc, ça repose vraiment sur ce principe-là. Même pour les décroissants, on va dire. Hein. Ça parle de la thermodynamique aussi. Mais l'accélérationnisme prend le chemin opposé. Il dit non, ce qu'il faut au contraire, c'est accélérer et pousser ces processus au maximum. Plutôt que de décroître, il faut croître et de plus en plus vite. Donc du coup, c'est vraiment une pensée de pointe et récente, puisque du coup, à partir de 2015 à peu près, c'est là où tu le situes, et c'est l'antidote au décroissantisme. Voilà, quelque part. On pourrait le dire comme ça, ou du moins ce sera pour moi les deux voies qui vont vraiment s'opposer. D'ailleurs, c'est ce que je mets en avant dans le dernier article de la série qui est sorti l'an dernier, où je dis qu'il y a deux voies cohérentes. C'est ce qu'on appelait les écologistes intégraux, donc qui veulent décroître, vivre localement, et qui sont assez cohérents en fait. Les écologistes de gauche vont pas être hyper cohérents là-dessus, mais par la force des choses, ils vont le devenir. Et l'autre voie, c'est l'accélérationnisme qui prend le chemin complètement opposé. Et les deux me semblent cohérents, mais si je choisis plus le côté accélérationniste, c'est simplement que j'ai pas l'impression qu'on a le choix en fait. Comme je te dis, j'ai l'impression que les deux règles fondamentales de la cosmologie, c'est la fragmentation et l'accélération. Et mon impression, c'est que si nous on n'y va pas, si nous on fait décroître, ce sera pas le cas des autres. Et c'est simplement qu'on va laisser notre place aux autres qui, eux, vont choisir de suivre ces lois fondamentales de l'univers, continuer une accélération, et voilà, on sera juste dépassé, Donc voilà, c'est mon sentiment. Je crois pas qu'il y ait vraiment un choix de notre part à faire. C'est que on peut évidemment décroître, mais si on le fait, on va disparaître. Ouais, je pense aussi. Et décroître, donc du coup, c'est aller contre les lois, quelque part, les lois fondamentales de l'univers, quoi. Donc le gauchisme révolte contre l'univers, en quelque sorte. Je connais pas un exemple dans l'histoire où les gens ont résolu des problèmes par la décroissance. Bien sûr qu'il y a eu des effondrements. Tu vois, c'est faire le choix de l'accélération n'est pas un remède à tous les problèmes qu'il peut y avoir. Bien sûr qu'on peut se casser la gueule en faisant ce choix, mais j'ai l'impression que la décroissance est un choix de se casser la gueule volontairement. Alors, en mettant un petit matelas en mousse, peut-être tu fais moins mal aux fesses, je sais pas. Comme Jean Covici. Ouais. Mais tu tombes quand même, tu vois. Et juste pour pour compléter un petit peu ce que tu disais, il n'y a pas que les gens de gauche qui pensent comme ça. Il y a aussi les bioconservateurs de droite. Et du coup, il y a une espèce. Moi, je vois de mon côté un espèce de grand arc. J'en ai parlé dans un de mes articles qui est en train d'apparaître entre de Christine Boutin jusqu'à José Bové. Et justement où les mecs sont contre l'OGM, contre la GPA, tout ça au final, ça le même fondement décroissantiste. Il y a des figures qui sont un peu le barycentre de tout ça, c'est Ted Kaczynski, dont tu as déjà parlé plusieurs fois, et moi je vois aussi Pierre Rabhi, qui est exactement dans ce centre-là aussi, formé par Gustave Thibon, un ponte Oui, de non, la mais ce que je te dis, c'est que c'est né à gauche, tu vois. Oui. Oui. Mais oui, maintenant, des figures de droite se l'approprient. Alain de Benoît, le premier, se disait pour la décroissance. Et il a fini par voter Mélenchon, d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'est fou ça, putain. Mais c'est à mon avis, c'est un des grands clivages du futur. C'est voilà les bioconservateurs et les techno-optimistes. Alors chacun, voilà, tu dis accélérationniste et décroissantiste. Enfin, ces deux pôles-là qui vont s'affronter. Oui, enfin, je pense par la nature des choses, puisque ce sont en fait les deux philosophies qui se dégagent, qui vont inclure ces connaissances
qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Donc, je pense que naturellement, ce sont les axes qui vont se dégager. C'est clair. Et du coup, c'est quoi Mais juste, l'origine? attends, avant de finir, ce que tu Oui, disais, oui, on les voit à droite. Ce que je disais quand je dis les écologistes intégraux sont les plus cohérents dans ce secteur, ils sont à droite. Tu vois, oui. je veux dire, Ah, quoi qu'il arrive, pour moi, ce sont les deux axes de droite possibles, et c'est les seuls qui sont cohérents, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a il y a plein de gens qui se mettent de plus en plus à expliquer que l'écologie est fondamentalement de droite aussi. Ce qui est pas faux, hein. C'est une sorte Oui, oui, c'est le cas. conservatisme et même ouais, de conservatisme et qui, avec le temps passant, devient même réactionnaire. Plus justement, plus l'accélération avance. Euh, faudrait rédiger un article entier sur Rage sur ce sujet. Je sais pas si ça a vraiment été fait, mais ça serait intéressant en tout Je cas. crois pas que ce soit fait, c'est pas moi qui le ferai en tout cas, mais si quelqu'un me propose l'article, oui, je le lirai avec attention. On J'en paye les ferai. auteurs, hein. Ouais, ouais. Non, pas S'ils moi. veulent, non, mais c'est un appel, tu vois. Oui, Si oui, jamais les gens veulent écrire, nous, on peut lire nos auteurs. Ceux qui le désirent, qui le désirent, oui. Lino ne désire pas être payé, donc oui, tout à soyez fait. comme Lino. Soyez comme Lino, c'est encore mieux, on préfère. Ouais. C'est mon. Moi, je type pas, j'écris des articles. Chacun sa technique, hein, pour soutenir la cause. Mais ouais, peut-être que j'en rédigerai un. En tout cas, ça me démange. Mais s'il y en a un autre qui le fait, payé ou pas, ça serait très bien aussi, puisque voilà, faut que ça avance. Euh, Et donc, quelle est l'originalité de ta pensée au final? C'est ce que je viens de te dire. En fait, je crois que Mhm. on n'a pas le choix, tu vois. L'originalité, je pense que c'est la plus vraie, c'est tout, quoi. Et je pense que c'est ce que chacun devrait chercher dans une pensée. Ouais. Comme je te l'ai dit, il y a une transition où au début, je pouvais écrire des articles pour écrire des articles, pour les publier, pour qu'il y ait du contenu sur Rage. Et puis, naturellement, en faisant l'acquisition de connaissances, je me suis mis à avoir le besoin d'écrire parce que j'avais quelque chose à dire qui me semblait singulier, quoi. Et ça me semblait singulier et original parce que ça me semblait tout simplement vrai, quoi. Mhm. Et donc c'est ça qui va faire l'originalité, c'est simplement que je la trouve plus vraie et j'ai mis en avant quelques critères auparavant qui vont expliquer pourquoi je pense qu'elle est plus vraie et qui va la différencier des autres pensées, quoi. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que d'un point de vue personnel, je sais pas comment expliquer ça, mais moi pendant longtemps, voilà, j'étais assez perdu aussi, moi politiquement pendant des années dans cette espèce de grand fatras qui était la droite. Et c'est quand même beaucoup de gens, je le sais, puisque j'en ai fait partie, défendent des idées euh, qui, dans le fond, ils savent bien qu'elles sont pas viables, qu'elles sont pas tenables, que c'est que des postures. Et quand vous retournez, vous voyez quand même, le temps est assez dur quand même avec ce genre de pensée. C'est assez radical et vous vous sentez très très vite ridicule. Et c'est assez plaisant, c'est assez satisfaisant de se dire que de s'être débarrassé de tout ça, de toutes ces pensées lourdes et inexactes, et d'essayer de travailler, d'avancer vers l'exactitude. C'est profondément satisfaisant et apaisant. Ouais, ce que je. Alors je sais pas si je comprends bien ce que tu veux dire, mais alors peut-être que je vais le déformer, j'essaie de le reformuler d'abord pour m'en assurer, mais ce que tu veux dire, c'est que il peut y avoir des postures réactionnaires euh, qui font plaisir, mais qui en réalité sont que des postures. Je veux dire, elles sont pas applicables dans le monde réel, et c'est simplement une façon romantique de se tourner vers l'arrière, une façon nostalgique de regarder les choses. Oui, et c'est aussi par un sentiment d'appartenance aussi beaucoup. D'accord. Alors, juste ce que je voudrais dire, c'est que, comme je te l'ai mis en avant, euh, ce que je, ma pensée n'est pas incompatible avec ça en réalité, quoi. C'est que tu peux retomber sur une forme de pérennialisme, tu peux retomber sur des lois cosmologiques, et comme je t'ai mis en avant, c'est limite de la connaissance, tu peux retrouver une part de divin, ou pourquoi les anciens pouvaient avoir cette approche. Tu peux tout à fait, Ah oui, euh, je suis d'accord, hein, je pense pas que ta pensée ou celle que développera soit un énorme fuck au passé, hein. Il y a des choses dans le passé
qui sont valables, qui ont eu le temps d'être stratifiés et maturés pendant des années. Donc il n'y a pas de problème, il faut Ouais. juste savoir bien les discerner, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui pourraient avoir ces positions pourraient aussi y trouver des justifications, quoi, tu vois, Oui, dans ce que je mets en avant. oui, oui. Euh, Par exemple, quand beaucoup de gens vont dire bah, la droite c'est l'ordre, la gauche c'est le chaos, quoi, tu vois. Hmm, Ou la gauche c'est l'égalité. hmm. Mais ça, tu peux tout à fait l'expliquer par la thermodynamique, quoi. Ce besoin d'inégalité pour gagner en ordre, tu peux l'expliquer par la thermodynamique. Et donc, en fait, tu vas apporter des connaissances qui peuvent aussi justifier ces positions, quoi, ou leur donner un socle plus solide, quoi. Hmm. Donc, des gens qui pourraient avoir des sentiments qui vont relever plus de la posture initialement, pourraient y trouver aussi une façon plus rationnelle de les aborder, quoi. Et là où on le voit particulièrement, c'est dans ta pensée, c'est quand toutes tes réflexions sur Dieu, justement, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais tu t'en rapproches via justement cette recherche, comment dire, Oui, oui. parfaitement rationnelle et parfaitement logique. Bah, vous pouvez trouver facilement des articles où je me dis athée, quoi. Je me rappelle un article sur Mila, par exemple, que j'avais écrit, où je dis clairement que je suis athée. Donc c'était quand Mila? C'était en 2020, quoi, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, je me dirais plus athée. Pas, parce que effectivement, c'est une question qui est venue naturellement. La question de Dieu, pour moi, avec les connaissances que j'ai pu acquérir, elle s'est reposée naturellement, quoi. Alors, est-ce que je crois en Dieu aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une chose à laquelle je pense et je réfléchis, donc c'est une partie de ma vie, oui. Quel terme tu dirais du coup, si c'est pas athée? Agnostique? Ou c'est encore trop? Je sais pas, agnostique, c'est quoi? Ça veut dire, tu sais pas, tu laisses ça en plan, quoi, quelque part, quoi. Non, c'est pas C'est exactement ça, que, agnostique, ça c'est veut que dire, ça veut dire que tu... c'est pas une question qui est digne d'intérêt, agnostique. Ah bon? Ça veut dire que c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais c'est pas une question qui est digne d'intérêt. C'est pas du tout ma position, quoi, pour le coup. Ok, d'accord. Je sais pas parce que moi j'avais pas la même position pour agnostique, alors j'ai peut-être pas la bonne définition. Pour moi, agnostique, c'est ça- Ah, attends, je vais est- chercher, quoi. estimer qu'il y a quelque chose, mais ne pas savoir ce que c'est, pas être capable de trancher. Donc, Attends, attends, j'ai la définition, là, je vais chercher sur Google. Il dit personne qui professe que ce qui n'est pas expérimental, que l'absolu est inconnaissable. Sceptique en matière de métaphysique et de religion. Tu vois? ok, Et j'avais donc ça, pas du tout la bonne définition alors. c'est une position plus positiviste, en gros, tu vois. C'est Auguste Comte qui dit, bon, écoute, il y a peut-être de la métaphysique, il y a peut-être de l'être, il n'y a pas d'être, mais on sait pas. La science peut rien dire, donc c'est pas une question qui est digne d'intérêt. On laisse de côté. Ça existe peut-être, ça existe pas, on laisse de côté. Alors qu'un penseur comme Wittgenstein est beaucoup plus intéressant. On l'a qualifié de néo-positiviste. Mais en fait, ce qu'il va te dire, lui, dans le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est que le langage ne peut parler que des choses du monde, quoi, et que c'est que des faits, en fait, il appelle ça Oui, des faits. Et, et tu peux délimiter ce dont on peut parler via le langage par les tautologies. Donc il y a des tautologies qui vont être des choses qui répondent à la logique de premier ordre. Tu vois, si tu dis un triangle à trois côtés, c'est une tautologie, parce que quand tu dis un triangle, il y a nécessairement que trois côtés. Tu peux pas dessiner un triangle à quatre côtés, quoi. Donc il dit quand tu tombes sur ce genre de proposition, tu as une tautologie, et ça va définir la limite de ce dont tu peux parler, la structure de l'univers, en gros, quoi, si tu veux. Mais il dit bien au début du livre, un livre qui est assez court, au début, en introduction, il dit, mon livre se compose de deux parties, ce qu'il y a dans le livre et ce qu'il y a au-delà du livre. Et le plus important, c'est ce qu'il y a au-delà du livre. Et après, tout son livre vise à délimiter ce dont on peut parler. Et il dit, le reste, on peut pas en parler. Sur ce dont on peut pas parler, il faut garder le silence. Mais il dit, c'est le plus important, tu vois. Donc, en c'est gros, plus il te intéressant, dit oui. que, oui, il dit que le mystique, le divin, c'est le plus important, mais tu ne peux rien en dire. Et donc, c'est une erreur, en fait, de le voir comme un néo-positiviste, comme les gens du cercle de Vienne, parce que il est pas positiviste, quoi, tu vois. C'est-à-dire que il dit, non, mais il y a quelque chose, mais on peut rien en dire, et pourtant c'est plus important. Mais je peux rien dire de pertinent dessus, je peux rien dire qui ait du sens. D'accord. Du coup, je passe à la question suivante. Je vais essayer du coup d'être, au travers de cette question, d'être très pragmatique et essayer d'incarner un peu plus encore ta pensée. Admettons, demain, il y a un président prométhéen qui arrive à la tête de la France,
quelle serait quelle devrait être la première action qui doit mettre en place selon toi? Et plus concrètement, quelle pourrait être une politique prométhéenne en France en 2023? Alors, comme je t'ai dit, ce que j'ai appelé prométhéenne, c'est la vision du monde et pas la Hmm. politique. Donc, techniquement, tu pourrais avoir différentes politiques que tu pourrais appeler prométhéennes. Comme je t'ai dit, les communistes étaient prométhéens. Est-ce qu'ils étaient efficaces? Non, pas forcément, quoi. Par contre, j'ai développé quelque chose qui se rapproche plus de l'idéologie que j'ai appelé l'archéo-progressisme. Ah, attention, attention, la longue approchée, Là, il y a c'est pas la forcé, même oui. chose. J'explique dans l'article pourquoi enfin, mes différences avec Faye. Oui, je suis pas un grand fan de la pensée de Faye, quoi. Mais oui, cette partie pourrait plus se rapprocher de l'idéologie et de qu'est-ce qu'il faudrait viser en fait en termes de politique, quoi. Et donc si quelqu'un demain voulait mettre en place une politique archéo-progressiste, disons, je pense que la première des choses, ce serait de prendre en compte les principes libertariens a priori, donc ce que je viens de parler, les principes de premier ordre, c'est-à-dire les principes qu'on va nommer apodictiques, qui vont répondre à la logique de premier ordre. Et je suis de ceux qui pensent que Mises a raison quand il met en avant que sa praxéologie répond à ces principes. Et donc j'ai fait une émission d'ailleurs avec un libertarien récemment. Il a changé de nom de sa chaîne, il s'appelle Pour ainsi dire maintenant, avant il s'appelait Viande tiède. On a discuté de ça, on est d'accord sur certaines choses, pas sur d'autres. Moi je me dis pas libertarien, j'ai pas besoin en fait d'appartenir à cette communauté, de me dire libertarien, mais je vais être d'accord avec eux sur certains points. Eux ils pensent même que le droit naturel répond à la logique de premier ordre, je suis pas d'accord là-dessus. Mais globalement, on va se retrouver sur beaucoup de points. Je pense que les premières choses, ce serait d'aller vers cela, vers plus de libéralisation. Alors, Sachant qu'il y a de la marge en France, hein. oui, bien sûr. Alors, si j'ai la première chose, bah non, ce serait même pas ça, quoi. Ce serait évidemment de gérer le problème de l'immigration. C'est l'éléphant au milieu de la salle, quoi. Tu vois, c'est rien tourné autour du pot, quoi. Je pense que tout le monde le voit, personne n'ose vraiment en parler, mais on voit très bien que la France change de visage. Quand tu vois les sondages, je sais plus combien, 66% des Français qui disent oui, ça arrive, on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Bah, il faut peut-être répondre à cette question en premier lieu, quoi. Mais bon, imaginons que ce soit fait, parce que ça, tu vois, ça, je pense pas que ce soit de l'ordre prométhéen ou pas prométhéen, quoi. Tu vois, c'est genre, n'importe quel chef d'État aujourd'hui devra en prendre compte et agir dessus, quoi. Ça, c'est du pragmatisme pur, ça transcende toutes les idéologies, hein, du coup, en vérité, Bah hein. oui, oui. À part justement si vous êtes fanatique, normalement, si vous avez les yeux en face des trous, c'est un peu évident que Bah oui. la façon dont l'immigration est gérée en France est un désastre. Et tout désastre doit être réglé par n'importe quel moyen dans un premier temps. Sauf si vous êtes fan de Mad Max, ouais, mais Ouais. sinon, je pense que ça me semble assez légitime, oui. Mais sinon, après, oui, il faudrait quand même aller vers plus de libéralisation, à mon sens, quoi. Euh, donc, comme je te dis, répondre à ces principes a priori de l'économie, mais de façon empirique, je pense que quelqu'un qui aurait la charge de gérer le pays devrait, premièrement, définir des bonnes façons de mesurer la performance, quoi. Ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois, c'est que ce dont on va se doter, comme le PIB par exemple, c'est une blague. Le PIB en soi devrait pouvoir bien mesurer les progrès qu'on fait, la prospérité du pays. Euh, mais comme il est, comment dire, manipulé, comme l'État en fait peut manipuler les chiffres assez facilement pour créer la fausse croissance et pas de la prospérité, bah les chiffres du PIB ne veulent plus rien dire. Ça ne constitue plus un feedback important. Et ils sont même pas normalisés entre tous les pays du monde, hein, si je me trompe pas. Il me semble que par exemple, là il y a quelques années, ils ont introduit les chiffres du marché noir, alors que pendant très longtemps c'était pas fait. Et je sais qu'il y a plein de pays qui le font toujours pas. Donc c'est Ouais, non, déjà ça, biaisé. donc c'est pas, tel qu'il est, c'est pas une bonne mesure, mais ça pourrait l'être. Je veux Mm. dire, il faudrait quelqu'un qui aurait vraiment à cœur de prendre la responsabilité de ses actes et de son bilan
et qui voudrait vraiment résoudre les problèmes, il faudrait qu'il fasse en sorte de pouvoir les identifier. Pour les identifier, il faut des mesures de performance qui sont claires et qui sont pas biaisées, quoi. Donc, ça serait la première chose qui devrait mettre en place, à mon avis. Mais de façon générale, tu vois, je pense que simplement laisser plus de liberté, appliquer des principes libertariens au sein de la société. Et donc, je t'ai dit que moi, je n'étais pas d'accord sur la partie du principe de non-agression. Mm. Je pense qu'en fait, le principe de non-agression, c'est simple, il s'applique à l'intérieur de la société. C'est ce qui va rendre plus fonctionnelle la société. Évidemment, tu veux pas que les gens s'agressent entre eux, quoi. Mais je pense que si tu les laisses libres, eh ben, ils vont s'auto-organiser. Parce que la société est une structure participative et qu'ils vont se créer des assurances, des business qui vont gérer le fonctionnement de la société et qu'un dirigeant prométhéen devrait être tourné vers l'extérieur. De la même façon que, tu vois, tu vas pas t'inquiéter de tes intestins tant que t'es pas malade, quoi. Et tant que ton corps fonctionne, toute ta pensée, elle est tournée vers l'environnement. Vers ce qui se passe à l'extérieur, comment tu vas obtenir de l'information, obtenir la nourriture, manger, ce genre de choses, quoi. C'est seulement si t'es malade que tu vas te tourner vers ton corps et tenter de le guérir, quoi. D'accord. Parce que tu vas avoir un signal de ton corps qui te dit attends, là il y a un problème. Et de la même façon, il faut qu'ils aient défini des mesures de performance qui va leur dire Mm. si besoin, et là il y a un problème, tu vois. Donc il faut que tu regardes, mais sinon, de façon globale, il faut laisser tourner les choses telles qu'elles sont, tant qu'il n'y a pas de problème. Un dirigeant doit être tourné vers l'extérieur. Ni plus ni moins. Ouais. Alors, je crois que c'est la dernière question du coup. Alors, dernière question. Aurais-tu des exemples vivants ou morts d'hommes ou de femmes pouvant incarner la pensée prométhéenne? Oui, alors pour rester dans les chefs d'État, je nommerais Lee Kuan Yew, qui est sûrement celui qui s'en rapprochait le plus, on va dire, quoi. Donc l'ancien président, oui, c'est le président à Singapour, président de Singapour. Hmm. Euh, C'est oui, juste, oui. c'est l'homme qui a fait Singapour, hein. C'est lui qui était à la tête de Singapour à son indépendance. Singapour, c'était dans les années 60, hein, je sais plus la date exacte, qui était un endroit extrêmement pauvre. Vraiment, il n'y avait rien, c'était que dalle. Et il en a fait un des États, dans le top 5 des États les plus prospères au monde en Oui, oui, 50 oui. ans. Il a fait Mais passer du tiers-monde, oui, un des États les plus prospères. Et cela en tenant compte des données qui étaient à sa portée. Tu vois, c'est marrant, quoi, parce que tu peux trouver sur Internet facilement un enregistrement de Nixon, le président des États-Unis, où on lui fait un rapport et on lui communique les études. Je crois que c'est de Arthur Jensen, donc qui a fait des études sur les différences d'intelligence entre les populations. Et Nixon, il dit euh, écoutez, c'est bien que vous m'apportiez ça. Moi, en tant que président, je dois le savoir, mais en tant que président, je dois aussi le nier publiquement. Et donc, il y a eu une grosse hypocrisie dans les gouvernements occidentaux de façon générale, aux États-Unis de façon particulière, puisque on voit ici que Nixon a eu connaissance de ces informations, mais il a fait le choix de ne pas en parler publiquement et de les nier, quoi. Alors que Lee Kuan Yew, lui, les a complètement intégrés, il en a parlé librement, et au final, ben, son pays a réussi, quoi. Et puis les États-Unis se sont empêtrés dans les discussions maintenant où on parle de racisme systémique pour expliquer les différences, alors que on avait les données pour imaginer d'autres hypothèses, tout le moins, quoi. tout Donc, ça par je pense, manque de libéralisme, de circulation de l'information. je sais pas si c'est ça, hein, je pense que c'était plus une chape de plomb morale où l'information est disponible, mais personne ne veut en parler parce que ça c'est pas ce qu'on appelle Mais, typiquement le politiquement correct, quoi. mais la chape de C'est... plomb, elle empêche aussi l'information de circuler en elle-même. Elle empêche des études d'être publiées, elle empêche les gens de parler entre eux, donc l'information, elle Oui, se bien sûr, diffuse pas. mais ce que je veux dire, c'est que si tu te dis de toi-même, si tu t'auto-censures en te disant c'est quelque chose qui ne se dit pas, Mhm. parce que c'est ce que fait ici le président Nixon, hein, il dit clairement je ne peux pas le dire publiquement, quoi. Et bien souvent, c'est de l'auto-censure, et ça commence comme ça, et à la fin,
parce que le prix à payer est beaucoup trop gros, quoi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on voit que Lee Kuan Yew, qui lui a fait le choix opposé, qui a accès aux mêmes données et fait un choix opposé, son pays est devenu plus prospère. Alors il y a quand même un gros problème à Singapour, c'est la fertilité. Il le partage avec tous les pays modernes, en fait. C'est un problème intrinsèque à la modernité. En fait, c'est un phénomène qu'on observe de tout temps, j'ai envie de te dire, où les villes vont avoir tendance à aspirer les campagnes. Les gens dans les villes font moins d'enfants que les gens dans les campagnes. Et les gens de la campagne ont tendance à aller nourrir les villes. Donc, Eh ouais. initialement, c'était des gens du même pays. Et la modernité a tellement bien fonctionné, elle a étendu les capacités de communication et de voyage de façon telle que bah maintenant c'est plus seulement limité aux gens du même pays, mais au monde entier, au tiers monde. Et en réalité, le grand emplacement repose là-dessus, quoi, en grande partie. Et Et ça, et, juste pour le micro insert, ce que tu viens de dire, alors au moment où cette vidéo sortira, j'aurai sorti une vidéo à ce sujet, un texte d'Azukashi qui s'appelle Biocapital, et je pense que tu penses à ce texte quand non, tu... Non? Ah bah non, non, je pense, c'est quasiment exactement mot pour mot la même chose, c'est pour ça c'est vraiment très très ouais, ressemblant. parce qu'Azukashi lit les mêmes choses que moi, et puis il a sûrement dû lire le problème de la modernité de Nick Land, quoi. Hmm, Modernity, fertility problem. hmm, Pour expliquer ça, quoi. Et puis hmm, Nick Land s'appuie sur des auteurs, enfin c'est des trucs qui traînaient sur Internet, quoi, tu vois. hmm. On a les mêmes références, par contre, oui. La même source. Ouais. Vas-y, Ouais. excuse-moi, voilà. Oui, donc voilà, pour finir sur Lee Kuan Yew, il a ce problème qui n'est pas propre, mais qui est particulièrement accentué à Singapour, où ça a pu être euh, nommé un IQ Shredder, parce qu'en gros, ça attire tous les gens les plus intelligents, et leur taux de fertilité est à je sais plus combien, 1,18, un truc comme ça, quoi, un truc très très bas. Je sais plus Ouais. combien c'est, mais c'est peut-être même moins que ça, peut-être 0,78, je sais plus. Je l'ai plus en tête le chiffre, mais c'est extrêmement bas. Ouais. Vous avez vraiment lu la même source. Vas-y, excuse-moi. Ouais. Ouais. Et de façon plus générale, donc je pourrais dire Elon Musk, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui l'incarne le mieux, c'est Elon Musk, et peut-être qui mettra un pied dans la politique plus tard. Et pour l'instant, il est dans le business et dans la métapolitique, on va dire. Peut-être qu'il incarnera politiquement, peut-être sur Mars, hein, je sais pas. Ça me semble pas trop réaliste. Mais peut-être de façon plus réaliste dans ce qui est, il est en train de faire sa cité privée, tu vois, à Boca Chica, donc là où il y a les lancements de SpaceX, et donc une ville privée qu'il appelle Starbase, qui va être dédiée à ses employés. Ça ressemble un Et peu au projet de Walt Disney. Il avait aussi des projets de ville comme ça, de ville entreprise. Je sais pas si si t'en as entendu parler. ah, on savait pas qu'il avait ça, mais en tout Mais il cas, avait. Elon Musk est en train de le réaliser, quoi. Mhm. Oui, Et Disney, quoi. ouais, il avait exact. Et en fait, il y a pas mal de liens entre Disney et Musk quand même. Il y a ses projets de ville. Ils étaient tous les deux très intéressés par la conquête spatiale. Disney, il a fait tout un tas de vidéos promotionnelles avec Werner von Braun, si je me souviens bien. Mhm. Et Possible, je connais très peu Disney, donc je te fais confiance, quoi. hmm, quelqu'un d'intéressant. Et juste alors pour rebondir un peu à tout ce que tu as dit, je trouve ça marrant que le premier Prométhéen auquel tu parles, c'est un asiatique du coup. C'est pas un occidental. Lee Kuan Bah, Yew. non, mais c'est parce qu'on parlait de politique avant, tu me parlais de Oui. qu'est-ce que ferait un dirigeant politique, et celui qui s'y rapprochait le plus, c'est Lee Kuan Yew, oui, c'est quelqu'un qui est cité souvent en référence, quoi. Et effectivement, Hmm. c'est celui qui s'en rapproche sûrement le plus, et je le déplore, hein. Je préférais avoir un exemple européen, mais bon. Et Lee Kuan Yew, fait marrant, j'avais essayé de trouver ses mémoires. Justement, elles sont introuvables. Donc là, les techniques de télécharger sur EPUB, ça me semble indispensable. D'ailleurs, je sais pas si tu les as trouvés, parce que moi, du coup, je les ai même cherchés sur EPUB. Il me semble que je les avais, enfin, en format EPUB, je les avais pas trouvés. Je sais pas si tu les as, toi.
Si, je crois que j'en ai quelques de côté. Je les ai pas lus encore, mais Ah ouais, mais je les cherche en je les avais français, moi. téléchargés. Je les cherche en Ah français, oui, moi. d'accord. Ah, non, non, mais c'est en anglais. Ouais. Ouais, parce que. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Elon Musk, ouais, du coup, la natalité, c'est un problème qui prend à bras le corps, même d'un point de vue personnel. Il a combien? 7, 8 enfants? Ouais, il y en a eu 10 même, et le premier est mort, quoi. Ouais, c'est Enfin, je vrai. crois que c'est 10. Ouais, je crois que c'est 10 qui en a eu en tout. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Faut se tenir à jour. Peut-être qu'il y en a d'autres depuis. Euh, il y en a trop, et en plus, il les a avec des femmes différentes, c'est infernal, quoi. Bah, en Mais, plus, oui, il fait des fécondations in vitro, donc il y a des jumeaux souvent, tu vois, des trucs comme ça. ah ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est quand même. Son premier enfant est mort. Il est mort, la mort subite du nourrisson. Il expliquait que son premier enfant est mort dans ses bras, quoi. Je sais plus, il Ouais, expliquait qu'il avait entendu, qu'il avait senti son cœur s'arrêter, quoi. Le truc, je sais affreux. pas. Ah ouais, non, mais c'est inimaginable. Et tu te dis, ce mec, mais c'est réellement un surhomme, quoi. Je sais pas si vous imaginez ce qu'il a subi, et il fait 9 enfants derrière. Non, mais normalement, ça te vaccine à vie, quoi. Ce qui t'est arrivé. Non, lui, il en fait 9, quoi. C'est. C'est prodigieux, quoi, d'une certaine manière. Ouais, 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 bah, je pense que c'est l'exemple le plus évident qui me vient à l'idée quand tu me demandes de donner une personne qui pourrait incarner cette pensée, quoi. D'accord, très bien. Euh, bon, bah, en tout cas, bah, voilà, je suis arrivé au bout de mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, une conclusion Non, bah écoute, à toi. t'as même réussi à insérer la promotion pour les e-books qu'on publie, donc très, très bien, hein. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Suivez Rage. Vous pouvez nous retrouver sur notre site en premier lieu. Donc, on fait le choix du site justement parce que c'est quelque chose de stable. Récemment, on avait perdu notre compte Twitter à Ah, cause d'une personne qui avait signalé un tweet qui nous semblait innocent, que c'était un partage de mèmes tout à fait innocent, mais le contenu pouvait être pris pour un appel à la violence. Donc, évidemment, des activistes de gauche sont jetés dessus pour en faire un appel à la violence et notre compte a été suspendu direct. Donc, l'avantage d'avoir un site à nous, c'est que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours nous retrouver sur le site rage-culture.com. la Mais censure de on a Twitter. retrouvé notre compte, hein. On a retrouvé notre Ouais, compte sur Twitter. Il y a une y- justice. ouais, justice, pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde. Il y en C'est a qui ça. ont cette chance-là, moi je l'ai pas. Parce que moi aussi, en même temps, on a tous perdu nos comptes. Toi, moi, Hassan, même Libertarien. Toi, tu l'as retrouvé, une bonne droite aussi. Toi, une bonne droite, vous l'avez retrouvé. Moi, je me démène, j'arrive pas à le retrouver. Et d'ailleurs, j'en ai fait un article. Bon, il sera sorti au moment où on partagera cette vidéo. Moi, je vous invite à le lire du coup. Ça vous permettra de rentrer dans la peau de quelqu'un qui perd son compte Twitter. J'essaie de faire ça de manière marrante. Bon, en tout cas, bah, merci Nîmes. Bah, très bientôt sur Rage Culture. J'invite tout le monde à suivre, à partager, à liker cette vidéo aussi et à vous inscrire sur Rage Culture, à donner à Rage Culture aussi. Moi, je vous demande rien, hein, les mecs. Hein, vous savez, cette chaîne, je ne monétise pas mes vidéos. Je fais absolument rien. Je vous demande rien. Bah, voilà. Si vous voulez vraiment, si vous appréciez vraiment mon travail, si vous voulez vraiment me remercier, et bah, soyez tipeur de Rage Culture. Voilà, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Oui, et je précise que moi je suis pas payé pour mes articles. Si je dis qu'on paye les auteurs, moi non plus je suis pas payé. Mais globalement, les auteurs qui veulent être payés, on les paye. C'est nos plus gros frais en fait aujourd'hui. Donc vous mettez un tip, c'est en premier lieu pour payer nos auteurs, et puis après tous les frais de fonctionnement, donc l'hébergement, les outils pour créer les covers, mid-journée, ce genre de choses quoi. Ouais. On se fait pas, on se fait pas, y a pas de business. C'est vraiment Ah, pour pour l'instant, on perd l'ex. de l'argent, hein. Pour l'instant, en Ouais, fait, ça nous coûte entre 300 et 400 euros par mois pour être transparent. Et vous pouvez voir sur le Tipeee, on en récupère 120 euros à peu près de façon mensuelle. Donc, pour l'instant, on perd de l'argent tous les mois, quoi. pour l'instant, mais ça va changer Ouais, oui, bientôt. ouais, oui. Ok, très bien. Merci Dim et merci tout le monde. À bientôt. Partagez, likez, donnez à Rage. Bah, merci beaucoup, Lino, pour cette invitation.
Et suivez les conseils de Lino. Et je vous dis à bientôt si Lino veut bien m'inviter encore. Ouais, t'inquiète pas.